peuple guinéen va être mature, comme il a toujours. C'est nous qui devons garantir notre moyen au niveau de notre banque centrale. Moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où on doit donner beaucoup de pouvoir aux femmes. Parce que ce qui se passe. Oui. Le compte d'opération, c'est là où on va baisser. Ce compte d'opération, c'est un compte dans lequel les pays d'Afrique déposent cet argent-là pour garantir le franc CFA. Et ensuite, ils déposent bizarrement de l'or pour garantir cette monnaie, pour garantir la stabilité. Et vous savez qu'en 1976, il y a une conférence qu'on appelle la conférence de Jamaïque, qui avait fait en sorte que, qui interdisait tout simplement à ce que la monnaie soit garantie par de l'or. Mais la France continue toujours, bizarrement, à imposer aux pays africains de déposer non seulement les réserves d'échange dans le trésor public français, et de garantir en même temps cette monnaie via l'or, ce qui est illégal et anormal. Avec ça, on demande au peuple africain de se taire. Ce compte d'opération. En plus, quand un pays d'Afrique a besoin d'argent, il a droit à 20% de crédit dans ce compte d'opération. Ça veut dire que moi, je viens à la banque, je dépose mes sous, je dépose 1 million, si j'ai envie de prendre une somme, on me dit non, c'est une limite. Et pourquoi c'est mon argent? Voilà comment fonctionne le compte d'opération. Donc ce même compte d'opération, une partie de ce compte est déposée à la bourse de Paris à l'époque, maintenant qui s'est unie avec les filiales américaines, les NYSE, qui produit des bénéfices. Et ces bénéfices, bizarrement, ne sont pas remontés au sein de la Banque centrale de la CEDEAO. Ce qui est problématique parce que normalement, quand vous confiez votre argent et que votre argent accouche des bénéfices, ça devrait être courant. Mais les pays d'Afrique ne sont même pas informés de cela. Donc vous voyez, c'est des petits comportements de la France qui nous embêtent, qui font qu'on ne peut pas rester tranquille. Et tout à l'heure, mon ami a dit vous parler sur la parité de la monnaie. Bon, la parité, j'en avais déjà parlé. La monnaie répond à la loi de l'offre et de la demande. L'importance de la monnaie dans une économie, c'est comme l'importance du sang chez l'être humain. Le sang circule chez l'être humain, c'est grâce au sang que l'humain se développe. C'est de la même manière, pour parler un peu biologiquement, c'est de la même manière d'ailleurs que l'importance de nos monnaies dans un pays s'équivaut à l'importance des plasmocytes qui produisent les anticorps. Les anticorps qui défendent le corps humain. Sans anticorps, pas de défense du corps humain, et pas de défense, c'est la mort. Donc vous comprenez l'importance d'une monnaie dans un pays. Face à cette monnaie, la monnaie doit être obligatoirement adossée à une politique budgétaire. Vous savez pas avoir votre monnaie s'il n'y a pas une bonne politique budgétaire qui est affiliée, alliée, adossée. Vous perdez votre temps, vous n'allez jamais vous en sortir. Et pourtant, ces institutions internationales qui sont les FMI, Banque mondiale, imposent aux Africains certaines règles qui nous honorent pas. Donc, tantôt, ces institutions bidons nous empêchent d'aller de l'avant, et ensuite, c'est cette monnaie de la France qu'on appelle le franc CFA. Et on a vu tout récemment, le 25 décembre, au mois 2019, on a vu deux bonhommes, Ouattara et son copain, disons Macron, après une soirée bien arrosée, ils étaient tous bourrés, ils ont décidé de changer la monnaie du franc CFA à l'éco. L'éco, ce n'est pas une monnaie, c'est une monnaie de substitution, parce que la substitution, ce que fait la science, la substitution, c'est quand on change un élément A par un autre élément à la même caractéristique, à la même forme, la taille, la même dimension. Alors qu'en réalité, ce qui a changé, ils ont changé le nom franc CFA par éco, et par la suite, ils ont supprimé le compte d'opération. Vous savez, quand vous créez votre compte bancaire, quand vous le supprimez, vous avez le droit à savoir pourquoi on le supprime, combien vous en avez. Mais on supprime le compte d'opération, on dit aux Africains, circulez, il n'y a rien à dire. Et l'argent qu'on a déposé chez eux depuis plus de 75 ans, on a fait quoi? On oublie ça aussi. Voilà, c'est pour cette raison qu'on va dire à la fin, nous donnons notre argent qu'elle a volé. Deuxième chose, on vous dit que la France va garantir. Tout à l'heure, vous avez suivi une vidéo, mais de quoi parle-t-on? Quand on garantit quelque chose, il faudra être solvable. Nous avons toutes les ressources minières énergétiques. C'est nous qui devons garantir notre monnaie. Pourquoi confier notre monnaie à la France ou à d'autres pays? Je vous dis une chose.
les pays d'Afrique confient également leur argent et leur sueur à la France. Et quand je dis France, comme je l'avais dit tout à l'heure, je parle de politique française. Ça veut dire, vous avez vu, quand par exemple le Sénégal achète, exporte ses arachides par exemple, vers la Chine va payer avec sa monnaie directement au serviteur du français sur le compte du Sénégal. Après, la France va convertir ces sommes-là. Et elle y prend un pourcentage qu'elle garde. Elle va juste appuyer sur le bouton et l'argent soit à Chamalère, à Bordeaux. Après, elle va garder cette monnaie et nous, on va être là en train de mourir. Et je vais peut-être terminer sur ça, sur cette partie-là, et aussi, l'autre point que je voulais vraiment éclairer, c'est au niveau de l'aide publique au développement. Par exemple, vous voyez tout à l'heure, il y a le Japon qui dit on va donner au Sénégal un don européen de 20 millions d'euros. Cet argent n'est pas versé en Afrique, mais il est versé directement ici en France. Après, la France, pour convertir encore, va se fixer elle-même le taux qu'elle veut. Si ce n'est pas de l'argent, c'est quoi? À côté de ces aides et ces dons, il y a aussi ce qu'on appelle les crédits que l'on prend. Par exemple, vous allez, le Sénégal va au niveau du FMI ou à la Banque mondiale. Après, la Banque mondiale va lui prêter des milliards payables, remboursables sur 20 ans. Qui va convertir cet argent-là? C'est la France encore. Donc, le Sénégal va avoir par exemple 20 millions et la France va convertir. La France va se retrouver finalement avec 7 millions. Nous, on a rien. Là, c'est un point qui me tenait à cœur que je voulais vraiment expliquer pour que les gens puissent comprendre comment fonctionne cette monnaie. Et l'autre point, l'autre sujet, c'est sur le djihadisme. Souvent, vous entendez des mots barbares comme Moudjao, Assadine, Anemela, tous ces mots barbares. Et ces mots barbares, je vous invite, je sais comment ils sont nés. Vous savez, en 2007, ACMI, le mouvement ACMI, en fait, c'est une branche qui a fait allégeance à la maison mère Al-Qaïda en 2007. ACMI n'est rien d'autre que le fruit d'autres mouvements politiques qui étaient nés au niveau de l'Algérie, le Front islamiste du salut. Donc ce sont ces gens-là qui sont constitués pour être ACMI. Et par la suite, ACMI c'est scindé en deux parties. Vous avez la branche. Donc, après cette branche-là, il y a le Moudjahou qui est né à partir d'ACMI, il y a aussi le mouvement des signataires du sang qui ont aussi fait qui fusionnent entre eux. Les groupes djihadistes fusionnent entre eux en fonction de leurs intérêts, après il y a des attentats partout, etc. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ça va être trop compliqué pour cette conférence-là. Vous aurez l'occasion de le lire dans le livre. C'est juste pour vous dire que ce que nous voyons au Mali n'est rien d'autre que le fruit de la politique belliqueuse de la France, de la politique belliqueuse de l'ONU et de toutes les organisations qui aujourd'hui dirigent l'Afrique. Ça aussi, vous aurez l'occasion de découvrir vraiment plus largement, plus amplement dans le livre. Et revenons maintenant sur la démocratie. Comme je l'ai dit, quand j'entends quelqu'un vous dire que le Sénégal c'est le pays le plus démocratique au monde, j'ai envie de rigoler, quoi. Je vous dis et je le réitère, la démocratie, elle n'a jamais, au plus qu'elle n'a jamais existé chez nous en Afrique. Je ne parle même pas du Sénégal, je dis en Afrique. Parce que la démocratie, c'est quoi? Le point d'entrée de la démocratie, c'est le respect des libertés, c'est le respect des minorités. Ce n'est pas parce qu'on est minorité dans un pays qu'on doit être offensé, qu'on doit être vexé, etc. L'autre point de la démocratie, c'est la justice. On a vu des gens qui détournent les deniers publics, qui sont affiliés à un parti politique, mais qui ne sont jamais traduits en justice. Donc il faut que la justice puisse traiter le peuple sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un super Sénégalais ou un sous-Sénégalais. Ils sont tous des Sénégalais ou ils sont tous des Tchadiens. Et la démocratie aussi, c'est le vote. Quand vous voyez, si je prends le système électoral en Afrique, le fichier électoral est tout en tronqué,
dans ce fichier électoral, vous voyez des gens. D'ailleurs, en Afrique, c'est le seul continent dans lequel vous voyez les jours du vote, les morts sortent du cimetière pour venir voter. En Afrique, même les morts votent. Parce que le fichier électoral n'est pas traité. On fait exprès, on s'est traité, par exemple, Michel X est décédé, mais on fait voter Michel Y autrement. Et aussi, l'autre phase de la démocratie en Afrique, c'est quand on voit que, par exemple, vous savez, quand quelqu'un est condamné sur certaines mesures, il perd ses droits de vote. Mais, et ça, c'est le ministère de la Justice qui doit, quand la personne est condamnée, qui doit remonter l'information auprès du ministère de l'Intérieur pour lui dire que, tenez-vous, M. X a été condamné, il a perdu ses droits, il ne doit pas voter. Mais vous voyez quelqu'un qui a perdu tous ses droits, qui vient voter le jour de l'élection. Vous voyez également dans nos élections, c'est des machettes qui sortent, c'est des billets d'argent qui sont distribués, donc on achète notre dignité à travers le vote. Donc c'est pour cette raison que je vous dis la démocratie, elle n'a pas existé chez nous, elle n'a jamais existé chez nous. Pour revenir à cette question, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on puisse nous-mêmes réinventer notre propre modèle de démocratie, au lieu de penser qu'il faudra toujours copier sur les autres? Je vais prendre un exemple. Chacun d'entre nous a un parent ou un ami ou un frère qui est chef de village. En général, en Afrique, les chefs de village, chaque village a son propriétaire, entre guillemets. Pourquoi on ne fait pas une élection par fragmentation? C'est-à-dire qu'on prend les deux chefs de village, le village va organiser son élection, ils vont dégager un chef de village, après le village voisin va en faire autant, le troisième village extra. Après, ces chefs de village vont élire les chefs de commune. Les chefs de commune vont élire les chefs de département par le même système et les chefs de département par chef de région. Donc les chefs de région vont se réunir, ils vont élire, à m'élever, le président de la République. Ça, c'est un modèle que j'ai proposé. C'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon raisonnement et c'est fait exprès parce que dans un livre aussi, d'ailleurs c'est la première remarque que mon ami m'avait faite sur ma mission. C'est quand je dis, si l'Afrique doit s'en sortir, il faut faire ça en énumérant évidemment qu'il faudrait que je puisse traiter dans un prochain livre. Par exemple, quand je parle de la démocratie, que j'y vais à fond, que j'explique vraiment mon raisonnement, mais ces livres-là ne me permettaient pas justement de rentrer dans le fond des choses. Justement, c'est le défi qui me sera lancé de ne pas faire ce que j'ai écrit. Maintenant, quand je dis par exemple, quand les chefs régionaux arrivent à élire le président, mais pourquoi pas même ils peuvent devenir automatiquement de facto des ministres en fonction de leurs compétences. Ça peut se faire. Ou en tout cas c'est un système c'est une idée que j'ai émise. Donc, si par exemple chacun d'entre nous peut l'améliorer, parce que c'est ça aussi, on ne va pas réinventer la roue. Si ça peut être amélioré, penser davantage, on pensera davantage. C'est le but aussi de fait d'écrire des livres. Écrire un livre ne signifie pas aussi qu'on a la baguette magique à sortir des solutions comme ça. Et je vais terminer sur la troisième partie que j'ai aimée par rapport aux organisations internationales. Je vais être franc avec vous. Ces organisations-là, à chaque fois, vous voyez, on vous dit la communauté internationale sanctionne, la communauté internationale condamne, la communauté partage. Mais c'est qui cette communauté? Est-ce que vous la voyez? C'est les gens qui condamnent, mais est-ce que nous on est impliqués dans cette communauté? Est-ce que nous, à l'ONU, on décide? En fait, ceux qui décident, c'est nous qui les avons donné la chaise pour qu'ils puissent monter et décider. Si la Chine aujourd'hui a son droit, à son siège au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est très bien, c'est dans l'Afrique, il paraît pour la France et tant d'autres pays. Donc cette organisation ne nous convient pas. L'ONU ne nous convient pas, FMI ne nous convient pas, aucune organisation ne nous convient. D'ailleurs, même l'ONU, dites-moi, est-ce que vous connaissez dans le monde un conflit que l'ONU a réglé? Il n'y en a pas. Au contraire, regardez le cas d'Afghanistan, c'est pareil. Et même si l'ONU dit qu'il ne faut pas y aller, les gens y vont. Avec George Bush, on a vu quand ils ont bombardé Pakistan, etc. Pas Pakistan, Afghanistan. L'ONU avait dit non. Quand l'ONU dit, je vous donne une résolution, la résolution par exemple de 1976, que l'ONU avait utilisée pour stopper, d'après le mot, la folie meurtrière de Kadhafi, quand il s'agissait justement de protéger la vallée de Benghazi, qui est, disons, une ville où Kadhafi avait mis des chars pour attaquer la ville, etc. La résolution de l'ONU disait tout simplement qu'il fallait protéger la population de Benghazi. Non pas pour tuer Kadhafi, non pas pour changer de régime militaire, ce n'était pas la vocation de l'ONU. L'ONU a été très claire. Il s'est passé quoi?
Kadhafi a été tué, ils ont procédé par le changement de régime. Ça démontre encore une fois que les résolutions de l'ONU ne sont pas cohérentes en elles-mêmes. L'ONU n'est pas cohérente, ces résolutions font pareil. Quand je vois les organisations de santé, l'OMS, que je connais bien, la pandémie de Covid-19 en démontre largement. Au départ, les gens appelaient quoi cette pandémie, le virus de Chine. Les Chinois, au départ c'était le virus de Chine, après le virus de Rouen. Les Chinois ils ont dit, tenez-vous les gars, ça c'est rédhibitoire, c'est gênant. Les gens vont vous stigmatiser, donc il faut changer de nom. C'est pourquoi ils l'ont changé par le nom de coronavirus, après Covid-19. Après récemment, c'était le virus de l'Inde. Ils ont appelé maintenant quoi, Delta. Et pourtant, nous en Afrique, quand des maladies sont découvertes, comme chikungunya, moussexé, Ebola, etc., c'est des maladies qui tirent l'origine dans la zone où ils ont été découvertes. Et pourtant, nous les Africains, on ne s'est jamais dit, ah non mais c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Donc tantôt, l'OMS, que je qualifie comme étant une organisation criminelle, et va se transformer tout simplement en une organisation donneur de leçons ou une organisation comme de défense des droits humains. L'OMS même l'a reconnu. La maladie qui tue le plus au monde, ce n'est pas le coronavirus, c'est le paludisme. L'OMS a reconnu qu'elle a failli dans la manière de gérer ces problèmes-là, de paludisme. Et l'autre point que je veux évoquer sur l'OMS, tel que nous l'aimons, quand elle règle nos soucis, mais tel que nous pouvons la détester, quand elle fait un jeu belliqueux. L'OMS est à l'origine du retard de l'Afrique en termes de recherche et de développement sanitaire. Parce que l'OMS, qui est le gendarme de la santé, ne donne pas la possibilité aux pays africains de financer leur propre recherche et développement. Je donne l'exemple, par exemple, du Sénégal. L'OMS va donner de l'argent aux chercheurs sénégalais en lui disant voilà la maladie dont je voulais que vous cherchiez la solution. Alors que nous, on sait très bien que le paludisme ça tue davantage. Donc nos chercheurs, excusez-moi, je ne vais pas utiliser un gros mot parce que j'ai beaucoup d'amis chercheurs. Nos chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent rien, finalement, parce qu'on les impose à chercher ce qu'ils n'arriveront jamais à trouver, passent leur temps à oublier les problèmes d'Afrique et s'occuper des problèmes d'ailleurs. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que l'OMS nous retarde. Et l'autre aspect sur lequel je vais étudier sur l'OMS, c'est, vous savez, quand on crée une organisation qui est dite juste équitable, cette organisation doit en réalité répondre aux aspirations des peuples. Par exemple, sur le financier, l'OMS fonctionne comment? Il y a des pays qui cotisent. Chaque pays qui est membre de l'OMS cotise forcément. La cotisation est en fonction de la recherche du pays, mais également de sa population. Les États-Unis cotisent plus, après c'est la Chine, après c'est la France, après etc. Je ne connais pas l'ordre, mais après c'est dans cette logique-là. Le Sénégal qui cotise moins, c'est de l'ordre de 0,7%, et les autres pays c'est de 15 à 30%. Donc vous voyez, mais pourtant on a dit que c'est une organisation équitable. Donc pourquoi l'OMS ne met pas en évidence, ne met pas en considération les maladies qui sont typiquement africaines et de les régler de façon définitive? Et je vais citer sur cette dernière partie qui me tenait à cœur, c'est sur le Covid organique. Je vais revenir par rapport à ça parce que vous pensez que être panafricain, c'est vraiment accepter tout ce qui est production intellectuelle en Afrique, tout ce qui est médiocrité. Par exemple, quelqu'un va dire je suis panafricain, j'ai inventé une machine qui pile le mille, mais la machine elle ne marche pas. Moi, en tant que panafricain, je ne veux pas faire la pub d'une machine qui ne marche pas. C'est logique. Donc, être panafricain ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Si un Africain produit quelque chose qui est bon, on soutient. Si ça ne va pas, on ne soutient pas. C'est ce qu'on appelle de l'honnêteté intellectuelle. L'autre point, c'est quand, par exemple, sur le cas de Madagascar, le président malgache, bizarrement, il a dit que lui, il a trouvé un remède qu'on appelle CEDO. Tous les panafricains, y compris même celui qui m'a préfacé c'est Bertrand Bastenda, qui m'a suivi cette vidéo, ils étaient tous avec lui. Mais moi, je ne suis pas avec lui. C'est pas parce que
mon ami est avec lui, que je suis avec lui. Non, c'est pas comme ça. J'ai découvert que tout ça c'était faux. Parce que je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après ça va se compliquer et vous allez le lire dans le livre. Mais ce monsieur-là avait des champs d'artémisia, etc. La plante qui produisait le CBO. Donc, il y avait une société qu'on appelle Vita, qui était une société spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées, qui se transforme subitement en laboratoire pharmaceutique. Ça, il y a en Afrique qu'on voit ça. Et vous voulez que moi je soutiens ça. Quand on fait un laboratoire, moi qui travaille dans le laboratoire, je sais très bien comment ça fonctionne. Et ce même monsieur va convoquer tous les panthéons d'Afrique en leur disant on a trouvé une solution, on remet contre le coronavirus. On se rend compte finalement, même son ministre de la Santé est mort du coronavirus, pourtant sa seconde ne l'a pas sauvé. Et ce même monsieur a titillé l'OMS quand sa femme lui a donné de l'argent. Quand l'OMS a donné de l'argent à sa femme, et lui était contre l'OMS, après ils sont liés. En gros, je vais chuter sur ça peut-être parce que ça paraît un peu long, mais c'était juste pour vous dire que après ce même monsieur, il va dire qu'il a trouvé un vaccin alors que ce n'est pas un vaccin parce qu'on sait très bien un vaccin pour le trouver, on sait très bien comment ça se passe. Bref, je ne vais pas continuer sur cette partie-là, parce que vous aurez l'occasion de le lire dans les livres-là, parce que sinon après, ça ne donnera pas envie d'acheter les livres. Voilà encore les 4 points saillants que je voulais exposer dans ce livre-là, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant et comprendre la réalité que pour se développer, il faut passer par l'éducation, il faut une remise, il faut un doute perpétuel et permanent. Et il faut aussi croire en soi et ne pas penser que l'ennemi est toujours le blanc ou l'ennemi est toujours l'arabe. Non, c'est pas comme ça. Donc, produisez des choses qui sont bonnes, le monde vous respectera. Et je vais chuter sur ça, justement. Et en écrivain, je vais vous dire que j'ai oublié, parce que j'ai vraiment aimé. Il disait ceci, que les Noirs sont les seuls êtres du monde qui disent Barack Obama est le premier président noir. Tout le monde est content. Usain Bolt est l'homme noir le plus rapide. Tout ce qui est noir, il y a le mot noir qui est associé. Et pourtant, vous n'entendrez jamais dire que Tom est le meilleur homme blanc dans l'informatique, ou que Django est le meilleur homme blanc dans la médecine. C'est parce que tout simplement nous, on aime se glorifier de ce qui ne nous appartient pas. C'est ça la vérité. Donc dire qu'à un moment il est le premier homme noir, dire que Michel Mena est le premier homme noir à marcher sur la rue ne changera rien. Ce qui changera sur nous, c'est le fait de marcher ensemble. C'est de marcher en commun, c'est de définir des projets ensemble. C'est comme je l'avais dit, je vais chuter sur ça. L'Afrique n'a plus besoin de leaders. Ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des hommes respectables, des gens qui travaillent en symbiose, en groupe, pour montrer le chemin éclairé comme nos prédécesseurs l'ont fait, comme Cheikh Anta Diop, comme Thomas Sankara. Je vous remercie.